Parce qu'autant podcaster jusqu'à la fin du monde. Un voyage sonore dans les coulisses des radios associatives. Épisode pilote. Donc après ces infos d'RC, on est dans le studio. Ouais. Et on passe aux échos d'info RC, c'est notre nouvelle rubrique sur le 88.6. Aujourd'hui, je profite de la présence de Lisa pour faire un petit interview. Alors, Lisa Gianarelli, tu es journaliste et tu fais le tour de France des radios associatives à vélo avec ton podcast « Parce qu'autant podcaster jusqu'à la fin du monde ». Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet ? Depuis le 18 août 2025, je parcours la France à vélo et en train à travers les radios associatives. Je m'appelle Lisa et je me lance tout juste dans le journalisme indépendant, spécialisé dans le documentaire sonore. Je suis tombée dans l'univers de la radio un peu par hasard, après des études en langues étrangères appliquées, puis en ingénierie de projet de l'économie sociale et solidaire. L'ESS en France, c'est tout le secteur à but non lucratif, défini par son statut juridique. Association, coopérative, mutuelle, fondation. C'est un gros truc qu'on a essayé de réunir sous cette appellation qui veut un peu tout et rien dire, hormis la non-redistribution des bénéfices aux actionnaires et avoir une gestion collective et démocratique plus ou moins réelle. Y a les agendas Ça, les à agendas. 17h30. Pourquoi le jeudi, il n'y en a pas? Je sais pas. Alors qu'il y a Ouais, rien à jouer en plus, de- ça a du sens de le mettre. De quoi? Agenda local. Mais parce qu'il y a Flash Actu. Ah oui, ouais, c'est voilà. Et que. Et bah pourquoi il n'y est pas? Ah, j'ai dit, Flash Actu en plus. Oui, mais c'est à 17h30, l'agenda. Ah ouais, mais bon, ça c'est un peu con de mettre en une heure d'intervalle l'agenda et le. Non, moi je trouve pas. Ah ouais? Ouais. Je le remets. Bah sachant que. Ouais. Ouais. Ou alors on met plus tard? Ou on l'enlève? Bah, je sais pas, mais je trouve ça fait un peu redondant. Mais là n'est pas le sujet. Après mon master, me voilà lâchée sur le monde du travail, tant repoussée après avoir traîné un peu à l'université. J'ai trouvé rapidement dans un centre socio-culturel qui a confondu master en économie sociale et solidaire et une formation en conseillère en économie sociale et familiale. Passé ce détail, je suis arrivée comme chargée de projet et animatrice socio-culturelle dans une véritable usine de l'économie sociale et solidaire. 98 salariés, 3 crèches, un espace entièrement dédié à France Service, pôle adulte, famille, jeunesse et même une badgeuse à l'entrée. Je me retrouve avec certaines et certains de mes collègues qui déplorent la perte de la valeur travail chez les jeunes d'aujourd'hui et qui conçoivent le contrat local d'accompagnement à la scolarité comme un dispositif pour remettre des enfants de 8 ans qui ont déjà passé toute une journée à l'école dans le cadre. Après un master, je me retrouve donc à modeler des enfants issus de milieux populaires, d'où je ne viens pas, pour qui elles rentrent dans un système scolaire qui les broie, et à écouter des vieux se plaindre des jeunes, à organiser quelques activités qui n'ont rien à voir avec l'éducation populaire défendue à l'origine dans les centres socioculturels. Disons une ambiance pas terrible. Je perçois très vite que c'est clairement pas fait pour moi. Fin de période d'essai après 3 mois de travail. Je pars. Sans allocation chômage évidemment, puisque même en période d'essai, partir, c'est démissionner. Et après, on s'étonne de l'augmentation des burn-out, alors que la France est loin d'être un exemple côté pénibilité du travail, comme le montre le dernier rapport de Eurofonds, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de travail. C'est la pêcherie donc qu'on appelle le suprême cours de capitalisme carnassier, la leçon de M. Brochet, maître S. Quenel. Oubliez vos fameux emplois. Encouragez les licenciements. Chères auditrices et chers auditeurs de Radio-Canada. Sans emploi à partir d'un jeudi, j'en profite pour voir des amis. L'un d'eux me dit que le cofondateur d'une web radio associative à Mulhouse relance l'association depuis un peu plus d'1 an. Il cherche quelqu'un pour la gestion administrative à temps partiel. Sans ressources, je me dis pourquoi pas. C'est pas la partie la plus fun du travail, mais en sortant du centre socio-culturel, je suis plutôt dans une optique de vaut mieux une bonne équipe que le travail le plus intéressant du monde. En fait, je connaissais déjà cette personne. J'avais participé à un projet de la radio l'année précédente, au Parlement européen de Strasbourg. J'y avais passé quelques jours intéressants, avec des gens sympas. Donc, j'accepte. J'ai rendez-vous le dimanche, dans un bar.
finalement pas de gestion administrative pour moi. Il me propose un poste de chargé de projet en CDD pour 3 mois. C'est pour répondre à la commande d'un autre centre socioculturel de la ville, à 10 000 €, ce qui permet de payer mon salaire à 30 heures par semaine pour 3 mois. Le projet a pris du retard. Je suis en 30 heures totalement sur le projet. Enfin, sur le papier. C'est pour les 60 ans du centre socioculturel. On me charge de réaliser des portraits d'habitants et d'habitantes sous plusieurs formats. Photos, dessins, podcasts et articles. Je suis rapidement formée à réaliser des petits podcasts d'habitants et d'habitantes. Je coordonne le projet avec des artistes et le centre socioculturel pour répondre à la commande. Je vous passerai les détails, mais rien ne se passe comme prévu. La relation avec le centre est tendue, puisque j'apprends en cours de route que le projet est déjà trop en retard quand j'arrive. Et le centre ne joue pas le jeu non plus pour rattraper tout ça. Donc le rendu est reporté de juin à septembre. Malgré tout, je suis à fond. J'adore ce que je fais. J'enchaîne les projets en plus de celui-là. Content de mon travail, en plus du rallongement du délai pour le centre socioculturel et l'opportunité de créer un CDI via un financement régional. On me propose de rester en prenant la coordination de l'association pour redévelopper cet asso qui avait eu quelques années sans activité. J'accepte. Encore une fois, rien ne se passe vraiment comme prévu. Le centre ne répond pas, nous ne recevons pas l'argent promis. Le financement du poste met 7 mois à arriver et un deuxième salarié arrive en parallèle. L'association est très vite en difficulté financière. Mais j'adore ce que je fais quand même. Jamais je n'aurais imaginé travailler dans une radio, c'est une vraie révélation. C'est ça qui me plaît. Je rencontre des personnes qui me passionnent, je gère une petite équipe, je fais des demandes de financement, des bilans d'activité. Je peux proposer et créer des choses. Je m'éclate et je touche un peu à tout. C'est sûrement l'expérience pro la plus formatrice que j'aurais eue jusque-là. Même si je suis absolument convaincue que j'ai trouvé ma voie ici, le monde associatif, c'est pas toujours facile. C'est un salaire au SMIC, payé souvent en retard, un enchaînement de projets, toujours plus de projets, d'activités, pour obtenir à peine de quoi payer les salariés. On se disperse, on se fatigue, et on est loin de l'idéal associatif. J'avais l'habitude de ces fonctionnements-là. Par contre, j'avais jamais été salariée en association, donc ça, c'est une grande première. Ce qui diffère, c'est que quand on est bénévole dans une association, on le fait sur son temps de loisir, finalement. Enfin, c'est sur son temps libre. On choisit de s'investir ou pas. On le fait un peu selon ses disponibilités, etc. Quand on est salarié, c'est sûr que c'est notre job de le faire. Il y a des limites qu'il faut mettre qui ne sont pas les mêmes que quand on est bénévole, dans le sens où... pour nous, en tant que salariés, faire une réunion à 19 ou 20 heures un mercredi soir, c'est pas confortable puisque c'est pas sur notre temps de travail, par exemple. Ça empiète sur notre vie perso et du coup, c'est tout cette espèce de jeu subtil entre se rendre dispo quand même pour que les personnes bénévoles puissent assister au temps où on se réunit et qu'on puisse travailler ensemble, mais en même temps que nous, notre travail se transforme pas que en travail du soir et en travail de week-end, parce qu'on n'est vraiment pas du tout rémunéré pour ça. Et aussi les limites d'investissement, c'est-à-dire que quand on est bénévole dans une association, on peut avoir envie de mettre énormément d'énergie, énormément de temps, et c'est très très important pour nous. Mais du coup, quand on est salarié, c'est notre boulot, donc c'est pas la même... je trouve que le curseur, il se passe pas au même endroit. Et du coup, c'est que tout le monde soit bien au fait de ça, c'est qu'en fait, on n'est finalement pas égaux dans l'association, juste par rapport à ces questions-là, quoi. J'aurais sûrement pu imposer un rythme différent. Après tout, c'était moi la coordinatrice. C'est moi qui gérais l'équipe. Mais la relation est déséquilibrée. Si j'ai la possibilité d'avoir énormément de liberté et de faire ce que j'aime, c'est le projet associatif de quelqu'un d'autre que je coordonne et c'est dur d'avoir un poids là-dedans. En tant que bon multiplicateur de projets, comme il se définit lui-même, le cofondateur participe à créer une cadence qui ne redescend jamais. Je commence à enchaîner les arrêts maladie et à penser à partir, avec le côté perso qui déraille un peu aussi en même temps. Le SS, c'est super, mais les conditions de travail sont souvent difficiles, avec une lourde charge de travail et émotionnelle. Je commence aussi à voir mes amis partir, quitter Mulhouse. J'ai envie d'en faire autant. Par contre, j'ai vraiment trouvé le métier qui me convient. Moi qui passe mon temps à changer de projet,
à m'éparpiller partout et à modifier mes plans tous les ans, j'ai toujours eu du mal à choisir, à rester sur un sujet. L'économie sociale et solidaire, c'est très large, mais souvent on se spécialise quand même. Environnement, social, mobilité, handicap, accès aux droits. Le journalisme, c'est pouvoir parler de tous ces sujets sans changer de métier. Pratique. Et petit bonus, ça plaît bien à France Travail. J'ai écouté énormément de podcasts, un peu moins de radio, mais je n'aurais jamais imaginé passer de l'autre côté pour réaliser moi-même des émissions et des podcasts. J'ai pu expérimenter différents formats dans la radio associative. Micro-trottoir, interview, plateau radio, couverture d'événements, reportages, etc. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai pu produire, mais nous n'avions souvent pas le temps d'aller vers une analyse profonde et la production de longs formats. C'était un peu frustrant pour moi qui adore le documentaire et qui aurait envie d'aller vraiment au fond des choses. C'est certes un plus gros travail de montage, de recherche, mais ça offre une autre perspective et la possibilité d'approfondir beaucoup plus les thématiques. Toutes ces réflexions s'entremêlent dans ma tête. Je ressens comme une envie de changer d'air. J'ai envie de partir, de lancer mes projets, de me rapprocher de mes aspirations créatives. Mais partir pour aller où ? Partir de Mulhouse, c'est sûr. Mais je ne sais pas vraiment où poser mes affaires, ni comment démarrer une activité dans le documentaire dans un endroit que je ne connais pas et où je n'ai pas de réseau. En parallèle, avec des amis, on crée l'association Parce qu'Autant, dont le slogan fait écho à notre génération, qui a de plus en plus de mal à croire en un avenir qui lui sera favorable. Alors, Parce qu'Autant vivre heureux jusqu'à la fin du monde sera le slogan de l'association. Même si nous ne changerons pas le monde, nous souhaitons transmettre, rencontrer, créer, faire collectif pour essayer au moins d'être le plus heureux que possible dans un monde qui marche sur la tête, en essayant à notre niveau de le rendre plus vivable, écologique, démocratique, féministe, collectif, juste et surtout heureux. Avec tout ça, je commence sérieusement à avoir envie de partir. Partir visiter quelques villes françaises dans lesquelles je pourrais me plaire. Toulouse, Lille, Rennes, Clermont-Ferrand, je sais pas trop. Et en même temps, je suis pas hyper convaincue de l'idée. Visiter, oui, mais pour faire quoi ? J'aime voyager en faisant des choses concrètes, en rencontrant des gens et en partageant leur quotidien. C'est ma façon de découvrir vraiment un lieu et les gens qui y vivent. C'est sûrement de là que vient ce projet de Tour de France. En mars 2025, je passe à mi-temps pour commencer à définir plus précisément un projet mêlant voyage à la découverte de la France et documentaire. C'est tout naturellement que mon documentaire s'oriente vers les radios associatives. C'était comme une évidence. J'ai découvert ces actrices de la vie locale tardivement dans mon parcours associatif. Pourquoi on ne les connaît pas plus, alors qu'elles offrent tellement de possibilités de découverte, de loisirs, d'enrichissement, de partage, de liens sociaux et de liberté d'expression ? La radio, c'est encore le média auquel les Français et les Françaises accordent le plus de confiance. Et qui est encore largement écouté, avec 39 millions d'auditeuristes par jour entre 2023 et 2024, comme le montre le baromètre Lacroix sur la crédibilité des médias et l'enquête Médiamétrie. La lutte pour la libéralisation des ondes dans les années 70 en font un symbole fort de la liberté d'expression et de la liberté tout court, de la pluralité médiatique et un outil de lutte sociale. C'est aussi cette image de liberté et d'indépendance, de diversité qui participe à la confiance qu'on peut lui accorder encore aujourd'hui. Les radios associatives découlent directement de la libéralisation des ondes en 1981 et pourtant on ne pense plus que rarement au monopole d'État qui est pourtant pas si vieux. Pour émettre, il fallait bricoler émetteurs et antennes que les militants allaient poser sur les toits, les montagnes ou tout autre point en hauteur. Émettre, c'était prendre le risque de se faire arrêter, de devoir courir pour éviter la police. Et si on se fait prendre, garde à vue, et même parfois prison, attendaient les animateurs amateurs. À la dépénalisation, ça a été une explosion, une libération de la parole de tous, mais surtout de tous. Des milliers de radios associatives se sont créées en 1981-82. Et pourquoi des associations ?
C'est certainement le modèle juridique le moins lourd à apporter en restant dans une dynamique collective et engagée et qui nécessite que très peu de moyens financiers pour démarrer. Au début, ces radios n'étaient composées que de bénévoles et diffusaient quelques heures par jour en fonction des disponibilités de chacun. Ici, j'ai choisi de raconter cette histoire au masculin parce que, à cette époque, l'énorme majorité des personnes qui composent ces radios pirates puis associatives sont des hommes. On peut penser aux risques encourus, au côté technique et aux limites mises à l'expression féminine. C'est que plus tard que plus de femmes sont arrivées dans les radios associatives. D'une part grâce au mouvement féministe et aux changements sociétaux qu'ils ont provoqués, mais aussi au mouvement de professionnalisation qui a traversé toute l'économie sociale et solidaire dans les années 90. Si les métiers du care ont tout de suite été très féminisés, la radio a mis un peu plus de temps et encore aujourd'hui, c'est peut-être le secteur de l'économie sociale et solidaire où j'ai été qui rassemble le plus d'hommes. L'ouverture au salariat dans les radios, c'est aussi un monde précarisant, avec des salaires plutôt bas que plus de femmes sont amenées à accepter. Oui, c'est sûr que c'est un travail précaire. Mais ça, je crois qu'on a de la chance parce qu'on est dans une association où tout le monde en a vraiment conscience. En fait, finalement, il y a des choses qui sont faites en retour par rapport à ça. Enfin, faire en sorte, en tout cas, que ce job qui est déjà effectivement quand même un peu précaire ne soit pas encore plus par des demandes démentielles. En fait, on est effectivement salarié en CDD à mi-temps au SMIC. Donc, le plan, c'est pas de faire plus de 18 heures par semaine, de bien qu'on puisse avoir nos récup et nos congés qui sont posés de manière à nous arranger. Enfin, voilà. Là, moi, c'est un choix plutôt presque quand même un peu militant dans le sens où je voulais travailler en associatif ou dans l'économie sociale et solidaire. Et on sait que c'est pas des milieux où on gagne beaucoup d'argent, donc je le fais clairement pas pour ça. Et après, c'est aussi le fait que, mine de rien, on est dans un territoire rural, que là, moi, en ce moment, je ne paye pas un loyer très cher et que je peux me permettre d'être à mi-temps aujourd'hui et de gagner assez d'argent pour vivre. Voilà. Ouais. Mais c'est aussi en se disant que c'est privilégié d'une certaine manière. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai fait des études longues, j'ai travaillé à mon compte, j'ai de l'argent de côté, je peux me le permettre. Voilà, faut dire aussi ce qui est. Vous l'aurez compris, c'est tout ça que je veux retracer et questionner tout au long de ce voyage sonore à travers les radios associatives. Me voilà partie sur les routes, à la rencontre des radios, fédérations, confédérations, syndicats et autres actrices gravitant dans cet univers. Mon objectif est de donner à voir un paysage radiophonique diversifié et encore bien vivant. Si les radios associatives ont bien changé depuis les années 80, elles sont encore source de liberté d'expression et surtout pour faire entendre la parole de celles qu'on n'entend pas assez dans les radios commerciales et autres médias traditionnels. Celles qui ne semblent pas faire de choses extraordinaires, mais qui créent notre quotidien et qui inventent notre avenir. Elles participent à lutter contre l'isolement en faisant entrer leur voix dans les maisons et en accueillant toute personne, ou presque, qui voudrait s'exprimer sur les ondes. Elles sont de véritables actrices du lien social et du lien interacteuriste de l'économie sociale et solidaire. Elles mettent bien souvent en avant les associations et autres initiatives collectives, sociales, culturelles et environnementales. À travers les radios associatives, c'est aussi un autre sujet brûlant d'actualité que je veux soulever, celui de l'information et des médias indépendants. Celle qui ne dépend directement ni du grand capital ni de l'État. Même si on le verra plus tard, la question de l'indépendance et de la liberté est bien plus complexe que ça. Nous vivons dans une période qui m'effraie. Montée de l'extrême droite, des idées populistes et nationalistes un peu partout, combinées avec une forte concentration médiatique. Sur les centaines de médias les plus connus, la quasi-totalité appartiennent à une trentaine d'ultra-riches et de grands groupes économiques. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir l'illustration « Médias, qui possède quoi ?», disponible gratuitement sur le site du Monde diplomatique. Parallèlement, on voit fleurir énormément de nouveaux médias indépendants. Chacun avec sa spécificité, son regard ou sa spécialisation, en plus de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Comme beaucoup, je me sens perdue dans cet univers médiatique et numérique foisonnant. Cette diversité ne finit-elle pas par créer de la redondance dans toute cette masse d'informations qu'on côtoie chaque jour ? Est-ce qu'il existe une limite au pluralisme qui participe à la méfiance ambiante envers les médias et les journalistes ?
J'aimerais qu'on parle aussi un petit peu du discours médiatique actuel qui est très sur l'instant présent. Beaucoup de médias, par exemple, ne sont que sur du fait divers ponctuel. Ça a aussi été l'intérêt de notre travail, c'est plutôt que de dire qu'il y a eu une régression à un tel endroit, là on prend l'histoire, les suites judiciaires, comment on a enquêté dessus, et c'est très souvent ce qui manque dans le discours médiatique et qui biaise un petit peu le jeu médiatique. Donc cette question du temps long, elle a aussi été centrale. Oui, nous, c'était vraiment cet objectif, ce que tu as dit, sortir du fait divers. D'aller plus loin que ce que font la plupart des médias quand ils traitent de l'extrême droite radicale à Lyon. C'est-à-dire que parfois, nous, on a pu voir dans la presse locale une rencontre avec les porte-paroles des remparts chez eux pour décrire ce que fait leur association. Et voilà, et en fait, ça, c'est de la désinformation. Parce qu'en fait, on ne contextualise pas ce que sont ces mouvements, quelle est leur violence, quelle est leur idéologie. On reprend leur communiqué comme si ce serait n'importe quel mouvement politique. On les traite comme n'importe quelle association qui pourrait avoir un petit article dans les pages du journal local. Peut-être que ce qui fait la différence avec ces médias de proximité indépendants dont font partie les radios associatives, c'est ce lien profond au territoire et aux personnes qui y habitent. Les radios associatives ne se positionnent pour la plupart pas comme un énième média qui va finalement continuer à traiter une actualité nationale, locale, encore sous un autre angle, ou en répétant bêtement l'agence de presse française. Elles prennent un autre tournant, celui de valoriser, d'analyser et de faire connaître leur territoire et sa culture. Les animatrices salariées ou bénévoles partagent leur expérience, leurs rencontres, leurs loisirs et leurs passions. Parler de celles qu'on n'entend pas, ou peu. Cette perspective ne les éloigne pas pour autant des luttes sociales et environnementales, bien au contraire, ni d'ailleurs de faire le lien avec l'actualité nationale. Mais elles en parlent par l'intermédiaire des vrais gens, celles qu'on croise tous les jours. Il faut se souvenir que l'AFP avait rapporté que 5000 grenades lacrymogènes explosives avaient été tirées, un truc de dingue quand même. Alors oui, en face, effectivement, il y avait des cocktails Molotov, du mortier d'artifice. Mais on se souvient quand même qu'il y avait eu un usage complètement dingue de la force et une répression féroce. On avait la Ligue des droits de l'homme, par exemple, et Amnesty International, qui avait documenté cette répression lors de ces manifestations à Sainte-Soline. Mais moi, ce qui me marque encore une fois, c'est les propos, et là aussi la hiérarchie et celle du haut. Parce que s'il y a bien les fonctionnaires qui ont une hiérarchie tout en haut, tout en haut, tout en haut, c'est bien les flics, c'est bien les gendarmes. Et là, donc, c'est notre tout dernier ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui a donc refusé de parler de violences policières. Il a bien dû dire que quand même, il y avait quelques soucis, mais enfin, il refuse de parler de violences policières. Et surtout, alors, peut-être c'est parce que je suis une femme, mais moi, ça m'a fait un peu penser à t'avais qu'à pas mettre une jupe, tu te serais pas fait violer, puisque là, ils avaient qu'à pas manifester, ils se seraient pas pris des grenades dans la tronche, ils auraient pas été blessés. J'ajouterais que la haine, elle vient aussi avec le vocabulaire, on parle d'enculé. Alors oui, je sais, dans cette partie de la France, on trouve que enculé est une ponctuation. Pas chez nous, on trouve que c'est une insulte et que ce sont des termes homophobes. Et d'ailleurs, qui sont ces gens qu'on entend parler à la radio ? Ce voyage, c'est aussi des rencontres, des échanges. Comment toutes ces personnes arrivent-elles face au micro ? Salariés, bénévoles, partenaires, membres du bureau, animatrices passionnées de radio, de musique, invités. Par quel chemin de vie on arrive à la radio ? Bien souvent, les radios associatives ouvrent également leurs portes à une grande diversité de personnes, d'horizons plus ou moins différentes. Elles les accompagnent à prendre la parole, à interviewer, à construire une émission et à utiliser du matériel radiophonique. Prendre de la place en public, c'est aussi prendre du temps de parole et être écouté. Raconter et se raconter, c'est pas inné. Ça demande des capitaux culturels et un apprentissage auquel beaucoup de personnes n'ont pas accès. Alors, bienvenue à tout le monde. On va être ensemble pendant 15 séances. Donc on va se voir jusqu'aux vacances de février, tous les mardis. À chaque fois, ça commencera à 16h30. Donc je vous demanderai de bien prendre votre goûter avant d'arriver à 16h15. Et on terminera à 17h30. Donc vous avez un petit peu de temps pour atterrir. C'est mieux que l'année dernière. Et alors, ce que je voulais vous dire, c'était que on va créer une émission de radio ensemble qui va durer 30 minutes et qui sera diffusée, alors comme d'habitude,
à l'antenne, à la radio et sur notre site internet. Même si ce n'est pas les radios associatives qui vont éliminer toutes les inégalités d'expression, l'éducation aux médias et à l'information, les formations bénévoles, et rien que le fait d'être là, d'ouvrir la porte, ça participe à oser prendre de la place. Et comme vous vous en doutez, pour pouvoir faire tout ça, les radios associatives ont besoin d'argent. Salariat, achat de matériel, location d'antenne, loyer, électricité, déplacement et autres charges de gestion courante, sans même parler des projets plus occasionnels. C'est déjà un sacré budget. C'est sûrement bien là l'une des grandes limites de la production de contenu radiophonique libre et indépendant. Si les radios associatives n'appartiennent ni aux services publics ni aux grands groupes économiques, d'où vient l'argent ? De subventions d'une part. On citera notamment le FSER, ou Fonds de soutien à l'expression radiophonique, chaque année remis en cause lors des votes des budgets. La peur au ventre, les radios continuent pour la plupart d'en tirer leur principale rentrée de fonds. C'est hyper lourd comme dossier. C'est qui s'en occupe du coup ? Parce que c'est justement, il y a plein de radios qui me disent on prend des salariés parce que personne ne veut faire ça bénévolement. Ouais. C'est l'horreur. Après, en vrai, que ce soit le FSER ou tout le reste, toutes les personnes qui sont à Canu ont et l'envie et la possibilité de donner du temps parce que ils mettent la main à la pâte. Il y a des administrateurs, enfin, il n'y a pas d'administrateurs, mais tu as quand même 2-3 personnes qui ont quand même suffisamment rodé au point sur le montage de dossiers. Il y a la SACEM aussi, il y a des choses comme ça. Sans le fonds de soutien, il n'y a pas de Radio Canu, quoi. Enfin, ou alors c'est la cotise multipliée par 4. Non, mais Et là, il y a un paquet de gens qui pourront pas suivre. Si certaines s'en satisfont, en baissant au minimum tous les coûts, notamment salariaux, la radio, c'est de l'humain. Les salariés, c'est souvent la plus grosse dépense des radios qui ont décidé de professionnaliser leur fonctionnement. Donc, enlever des humains payants, c'est déjà une réponse pour garder un peu plus d'indépendance. Réponse qui ne convient pas à toutes les radios. Celles qui ont pris le pas du salariat sont bien obligées de diversifier leurs ressources, jusqu'à pour certaines avoir des salariés dont la principale mission est de trouver et justifier l'argent pour payer les salaires et les autres activités. Il existe bien d'autres subventions, mais liées à d'autres activités que le simple fait d'être une radio. Ainsi, les radios sont vouées à prendre un peu d'argent par-ci, un peu par-là, en répondant à toujours plus d'appels à projets, moins pérennes et finançant de moins en moins le fonctionnement de l'association, soit tout le travail humain derrière chaque seconde d'émission. Ces subventions dépendent largement du bon vouloir des élus et des grandes orientations politiques du moment. Quel intérêt auraient certains politiques à continuer à financer des médias locaux, autres que pour se donner une bonne image, et d'autant plus dans le contexte actuel ? Alors les radios diversifient encore. Elles demandent des financements aux mairies, départements, régions, fondations, entreprises, États, financements participatifs, dons. Consacrer un poste uniquement au financement, c'est pas exagéré, tellement il y a de petits morceaux à prendre dans tous les sens. Il y a la volonté en fait que la radio puisse fonctionner sans subvention. Enfin, en fait, que si jamais un jour les subventions publiques s'arrêtent, qu'il n'y a plus ce FSER ou qui diminue ou que les communes donnent plus d'argent, enfin, qu'en fait la radio puisse continuer à exister quand même et que la survie de la radio ne dépende pas du fait qu'on puisse salarier des personnes. Et ça, c'est une stratégie qui est quand même assez maligne dans le sens où, en fait, selon les politiques publiques qui sont en place, selon les gouvernements qui sont en place, on n'est jamais sûr en fait que ça tienne. Autre solution ? Les prestations de services. Formation ou ateliers d'éducation aux médias et à l'information, couverture d'événements, plateaux radio, podcasts promotionnels, partenariats rémunérés et que sais-je. Pour de l'argent, parfois les radios associatives perdent leur but premier, celui de produire du contenu d'information locale. Playlists, podcasts et rediffusions prennent de plus en plus de place face à un contenu homemade et en direct pour continuer d'exister dans une jungle médiatique où les géants côtoient les plus petits. C'est aussi la réalité de nombreuses autres associations qui n'ont rien à voir avec la radio. Les radios associatives font partie de cette grande famille de l'économie sociale et solidaire, qui réunissent une diversité d'actrices énorme, mais qui partagent quand même quelques points communs. Même au sein du monde des radios associatives, il existe des dissonances.
On estime à 770 stations de radio associatives ayant une fréquence FM en France, ou radio de catégorie A dans la langue de l'administration publique. Plus de 1400 fréquences FM, 3000 salariés et 10 000 bénévoles, selon les locales, l'association de représentation nationale des radios associatives. Néanmoins, les réalités sont bien différentes d'un territoire à l'autre, d'une radio à l'autre, et les conditions de travail et de rémunération ne sont pas toujours au rendez-vous. Présentes partout sur le territoire métropolitain et en Outre-mer, ces radios vivent bien des réalités différentes, autant en termes de fonctionnement que d'opportunités économiques, de l'autogestion au président qui se prend pour un grand patron, de la plus militante à la plus consensuelle, du refus du salariat à la dizaine de salariés, de la plus grande ville au cœur de la forêt. Le paysage radiophonique français n'est certainement pas uniforme ni unanime. La plupart ont réussi à se réunir malgré toutes leurs différences dans la Confédération nationale des radios associatives, représentée localement par les fédérations régionales. Ici aussi, les fédérations n'ont pas le même dynamisme. Et on ajoute en plus le SNRL, le syndicat national des radios libres. Ces actrices tentent de défendre les attaques constantes contre ces radios de proximité qui réussissent malgré tout à créer un espèce de collectif dans cette abondance médiatique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Face à la complexité de ce monde médiatique et à sa concentration aux mains de moins en moins de personnes, comment on fait vivre cette info libre et indépendante ? Comment on concilie les contraintes économiques, contraintes de temporalité et celles de survie pour celles qui produisent ces contenus ? À travers ce voyage sonore, j'espère pouvoir apporter une partie de réponse ou à minima un autre regard sur ces actrices du quotidien. D'août 2025 à juin 2026, je traverse la France à la rencontre de celles qui font vivre ces radios tous les jours. Je fais le portrait de l'intérieur, des coulisses. Par mon expérience professionnelle en radio, j'ai voulu me concentrer sur cet angle, sans aller voir ce qui se passe de l'autre côté du poste de radio. Je vous fais découvrir et je découvre avec vous l'ailleurs des radios associatives. Tout au long de mon parcours, j'apprends à connaître la France, ses territoires, ses habitants et ses habitantes. C'est une expérience de vie en soi, sans logement, sans voiture et sans vrai emploi. Je profite d'avoir le droit au maintien de chômage pour création d'activités, pour prendre le temps de faire ce projet à mon rythme, d'être une chômeuse qui travaille, ou qui s'active plutôt. Prendre le temps, c'est peut-être ça qui manque quand on court après l'argent. Il y a le bilan, mais tu l'avais déjà un peu dit, mais du coup c'était un peu personnel, qu'est-ce que tu en retires et c'est pour ça que tu as très bien répondu en me disant que ça t'en tirait de la fierté, puisque c'est le travail qu'on prend pas le temps de faire en fait, parce que tout est dans le financement. C'est vraiment 15 000 balles quoi, dont 5 000 de développement. Non. En comprenant les illustres. 3 000, 2 000 de développement, 1 000 de design, 1 000 et quelques d'illustres. Après, pige, plus mon salaire quand même. Oui, c'est vrai. On repostule ou pas? Repose-moi la question dans 2 mois. Mon parcours n'est pas gravé dans le marbre. C'est aussi faire place à l'imprévu, au changement de programme en fonction de mes rencontres, des recommandations qu'on me fera tout au long de mon parcours jusqu'en juin. À vélo et en train, je dors chez d'incroyables personnes rencontrées sur Couchsurfing, Nomad Sister et dans les radios. Je partage un moment de vie avec mes hôtes, repas, visites, discussions et autres échanges. Elles me font découvrir leur chez elles, ce qu'elles aiment, et ça fait partie du documentaire aussi. Même si je leur tends pas le micro, elles me font découvrir le territoire autrement, me racontent leurs anecdotes et leur histoire. Dans ce documentaire, je veux rendre compte des activités quotidiennes, des radios, à travers celles qui les font vivre et leurs conditions d'exercice, mais aussi de leur histoire, de leur implication sur le territoire et de leur diversité. Qu'elles soient en milieu rural ou urbain, un peu partout en France, chacune a son identité propre et quelque chose à apporter à son territoire. Pour comprendre ces médias de proximité, avoir un regard sur le territoire d'implantation et de son influence sur les radios est indispensable dans ma démarche. Chaque territoire est bien différent et cette différence se traduit aussi à travers ses actrices. Ce projet, c'est aussi mon tout premier voyage seul, mon premier voyage à vélo et mon premier documentaire audio. Je teste, j'ajuste, je change des choses, je modifie le programme et c'est aussi ça la liberté. La liberté d'expression, c'est aussi avoir le temps d'expérimenter et d'ajuster au fil de l'eau sans obligation de résultat. Du départ le 18 août jusqu'au 6 septembre,
c'était la première étape, avant une petite pause. C'était une phase expérimentale, autant pour mes capacités physiques que ma démarche journalistique. J'ai pu tester plusieurs formats, rester 4 jours dans une même radio, faire juste une interview et repartir, partager quelques activités ici et là, rester 2 semaines, dormir au même endroit, bouger tous les 2 ou 3 jours. Finalement, j'ai établi ce qu'on pourrait appeler un protocole, même s'il n'est pas totalement strict et peut évoluer au fil du voyage. J'ai décidé de faire 1 à 2 grands maximum rencontres avec des radios par semaine. D'une part, ce choix me permet de poser mes affaires toute une semaine, ce qui est beaucoup moins fatigant, on va pas se le cacher. Et d'autre part, je passerai quelques jours avec chaque radio qui m'accueilleront. Ces quelques jours partagés m'apportent la possibilité de rencontrer une diversité de personnes et d'observer les passages, de donner un coup de main si besoin, ou même de me mettre dans un coin avec mon ordinateur en mode radio coworking. Par là, c'est un autre lien qui s'établit. Nous mangeons ensemble, travaillons ensemble, partageons les mêmes horaires. Pendant quelques jours, je m'ancre dans le quotidien des radios. Je serais toi, je me mettrais à côté de Combat et je prendrais un casque. Comme ça, tu vas entendre parce qu'il y a plein de gens qui sont amplifiés et on n'entend pas si t'as pas le casque. Mais mets-toi à côté de Combat et comme ça, t'auras le casque. Ça marche. Est-ce que je peux venir par là? Ouais, et est-ce que tu verrais une paire de lunettes? Parce que je peux pas lire sinon. J'ai posé. Maintenant c'est là. J'ai fait marcher dessus. Ces moments créent un lien de proximité que je ne saurais vraiment expliquer et décrire pour le moment. Parfois, je me sens comme faire partie de l'équipe. J'ai l'impression de faire partie du paysage de la radio très rapidement, de pouvoir échanger très facilement, quand ailleurs je me sens beaucoup moins intégrée et que j'ai plus de mal à trouver ma place. Je complète cette immersion avec des entretiens individuels avec qui accepte de me raconter son parcours et ses activités radiophoniques. En fonction de la personne, je peux aborder l'histoire de la radio, le parcours personnel, professionnel, le rapport aux médias, à l'information, au territoire. Il y a tant de choses à dire sur ces gens. La radio, c'est avant tout des gens, des voix et des personnalités qui réussissent à combiner chacune et chacun leur subjectivité pour faire exister un projet associatif. Ce temps donné à chaque radio qui croise ma route limite le nombre de radios que je pourrais rencontrer. Mais ai-je besoin d'être exhaustive ? J'offrirai à voir un portrait à travers ma propre subjectivité. Mes intérêts et mes questionnements de jeune femme blanche issue de milieux plutôt intellectuels. C'est pourquoi j'ai décidé, de manière totalement unilatérale, de ne m'intéresser qu'aux radios proposant des contenus d'intérêt locaux et pas uniquement de la musique, et d'éliminer les radios confessionnelles. Je suis moi-même pas très proche des religions et cela me posait question sur la représentativité des différentes religions présentes en France. Ensuite, ma sélection se fait en fonction de mon parcours, guidé par quelques obligations familiales ou amicales et des événements liés au podcast et à la radio auxquels je participerai. C'est donc un tour de France pas très linéaire qui se dessine. Au fil du parcours, je contacte les radios associatives présentes sur ma route et celles que d'autres radios m'auraient conseillées. Puis la sélection est simple. Je vais voir celles qui me répondent. Et pourquoi ? Déjà parce que c'est bien plus facile d'arriver quelque part où on est attendu. Et puis dans ma vision, ne pas répondre, ça dit déjà quelque chose sur ces radios qui sont supposées donner la parole à tous et valoriser le local. Et bien sûr, je ne parle pas de celles qui n'auraient pas eu le temps de me répondre avant mon passage croulant sous les activités. Pour nuancer un peu tout ça, je me référerai aussi à des lectures, des interviews avec des chercheuses travaillant sur les médias indépendants et des actrices historiques des radios associatives, des radios libres, des radios pirates, ainsi que sur des organisations collectives qui regroupent ces radios. Au fil du parcours, je documente le voyage et mes rencontres sur des réseaux sociaux, ma newsletter et quelques portraits inspirants de personnes qui auront croisé ma route. Plus qu'un documentaire, c'est un voyage à travers les radios et la France que je souhaite partager. C'est aussi le lancement de mon activité en tant que journaliste indépendante,
Je tiens à produire ce premier grand travail de manière totalement indépendante. C'est une vraie liberté que je retrouve dans ce parcours sans avoir à chercher de l'argent partout. Cette série de podcasts sera donc complètement autoproduite. Le résultat final, c'est d'abord une première saison d'une dizaine d'épisodes thématiques, disons pour poser le contexte et dégrossir le paysage radiophonique français et ses enjeux. Au fur et à mesure de mes rencontres, j'ai déjà accumulé tellement de matière passionnante que ça m'a donné envie d'aller plus loin, de produire d'autres saisons qui approfondissent certains sujets que j'aurais pas eu le temps d'aborder suffisamment dans cette première saison. Je pense déjà au financement, à revenir sur l'information libre et indépendante et ses limites philosophiques et politiques, à l'éducation aux médias, ou encore à replacer ces radios dans le grand secteur qui est celui de l'économie sociale et solidaire. En résumé, c'est une immersion dans le monde des radios associatives que je veux vous partager. Avec toutes ces belles initiatives, et ce qu'elles apportent aux personnes et aux territoires, mais aussi les limites qui se dressent devant elles, l'organisation interne parfois un peu chaotique, les divergences et les aléas de ce monde médiatique. Comme tout projet collectif, les radios se heurtent aux individualités de chacun et de chacune, aux changements politiques, au renouvellement de la population locale, et elles ne sont peut-être pas parfaites, certaines même quelque peu problématiques, mais nous pouvons au moins leur donner le mérite de faire vivre une information différente sur leur territoire. Et par là, peut-être qu'elles aussi, elles participent à nous rendre heureux jusqu'à la fin du monde. Merci Leslie Formons et Gwendoline Christis. Le super-héros Zuckman. Bon, qui c'est qu'on n'a pas remercié encore? Qu'est-ce qu'on remercie encore? Notre invité. Ah bah oui. Ah oui. Bah, c'est la moindre des choses. Lisa. Qui c'est qu'on n'a pas oublié remercier là? On remercie pas le cornu. Non, on dit pas merci à le cornu, ni Bolloré, ni... Bon, bref, on va remiser nos clics et nos claques. Voilà, On va se barrer, là, c'est bon. On vous dit bonsoir. Ah bah oui, c'est vrai, on a dit qu'on partait. Bon, très bien. 400 coups suspendus à son cou, suspendu, 400 coups suspendus, suspendu, suspendu, Parce qu'autant podcaster jusqu'à la fin du monde.